Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie 4 ou l'épisode 4, c'est comme vous voulez, de l'affaire du petit Grégory. Pour écouter ou réécouter les épisodes précédents, rendez-vous sur le site internet de Liberté FM ou sur la chaîne YouTube de Dossier délicat au pluriel. L'utilisation par la gendarmerie nationale du logiciel Anacrim pour l'analyse criminelle des données de l'affaire ainsi que l'expertise graphologique de 47 pages de Christine Navarro, une ancienne gendarme devenue experte judiciaire, permet à la justice d'émettre une nouvelle hypothèse inédite pour tenter de confondre le ou les corbeaux de la Vologne. Les mises en examen de 2017 suivent également la remise du journal intime du juge Maurice Simon à la justice par son fils en 2016. Dans les notes portant sur l'affaire et écrites entre 1987 et 1990, le juge Simon émet en effet l'hypothèse de l'implication des époux Jacob et des époux Ginette et Michel Villemain dans le meurtre de Grégory. Il dit « L'assassin était à Amandzé dans le triangle A, Bernard Laroche et son entourage, B, Michel Villemain et sa femme, C, Marcel Jacob et sa femme. » Le journal du dimanche écrit que parmi les témoignages sur lesquels s'appuie le rapport des experts du département sciences de l'analyse criminelle de la gendarmerie figure celui de Claude Collin, l'amant de Marcel Claudon, une fermière de l'Épange, ancien gendarme devenu contrôleur de bus à la Société de transport automobile des Hautes-Vosges, qui a certifié avoir vu un homme assez corpulent et une femme aux cheveux roux s'approcher en voiture de chez les Villemain l'après-midi du crime. Seulement, à l'époque, pour cacher sa présence, Marcel Claudon a convaincu son mari et deux autres riverains d'arranger la vérité et ce mensonge a fait partir toute l'enquête sur des bases erronées et ses déclarations étaient trop contradictoires pour être fiables lors du procès de Jean-Marie Villemain. Le 14 juin 2017, plus de 32 ans après les faits, 3 personnes en lien avec cette affaire sont mises en garde à vue dans ce que la presse présente comme un rebondissement spectaculaire, et 2 autres sont entendus comme témoins, leur âge avancé et leur état de santé étant incompatibles avec le régime de la garde à vue. Les gardés à vue sont le grand-oncle et la grande-tante paternelle de Grégory Villemain, Marcel Jacob et son épouse Jacqueline, née Thuriot, âgés respectivement de 73 et 72 ans, ainsi que Ginette Villemain, née Lecomte, épouse de l'oncle de Grégory à l'époque des faits, Michel Villemain. Ils avaient divorcé dans les années 90. Il s'agit des premières gardes à vue dans l'affaire depuis 1985. Les personnes entendues comme témoins sont Albert, 86 ans, et Monique Villemain, 85 ans, les grands-parents paternels de Grégory. Les gardés à vue sont transférés à Dijon. Les qualifications pour lesquelles les personnes arrêtées citées dans les enquêtes ont été placées en garde à vue sont les suivantes: complicité d'assassinat, non-dénonciation de crime, non-assistance à personne en danger et abstention volontaire d'empêcher un crime. Muriel Boll a également été convoquée à la gendarmerie de Bruyères et en est ressortie libre après avoir fourni aux gendarmes un prélèvement ADN. Le lendemain, 15 juin 2017, durant la garde à vue, le procureur général Jean-Jacques Bosque fait le point sur l'avancée de l'enquête dans une conférence de presse. Il déclare « Les expertises de 2 lettres de menaces de 1984 et de 1989 se sont révélées confondantes à l'égard de Jacqueline Jacob, née Thuriot, la grand-mère de Grégory, et de Monique Villemain, née Jacob, belle-sœur de Jacqueline et grand-mère de Grégory. Mais concernant les 3 gardés à vue, il invoque le droit au silence. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. Le procureur général a expliqué qu'à ce stade, les investigations corroborées par l'analyse criminelle de la gendarmerie montrent que plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime, que les conclusions d'une nouvelle expertise en écriture sur une lettre de 1983 sont confondante pour Jacqueline Jacob, née Thuriot, grande-tante paternelle par alliance de Grégory, et que son emploi du temps le jour de l'assassinat, ainsi que celui de son époux, grand-oncle paternel de Grégory, Marcel Jacob, n'a jamais pu être établi avec certitude.
La lettre en question est une lettre rédigée en écriture cursive et datée du 17 mai 1983. Précisant un dernier élément, dans les jours précédant le passage à l'acte, des repérages et des surveillances ont été réalisés, opérés par un homme avec une moustache, quelquefois accompagné d'une femme. L'enquête s'oriente vers la vérification des emplois du temps de tous les protagonistes de l'affaire. Monique Villemain, née Jacob, la grand-mère paternelle du petit garçon, est un personnage clé de l'affaire. L'expertise en écriture d'une lettre de menace anonyme adressée au juge Simon, magistrat chargé de l'affaire en 1989, lui attribue ce courrier. Elle avait déjà été suspectée à ce sujet en 2017, mais avait échappé à une mise en examen grâce au délai de prescription. Elle avait alors reconnu avoir écrit cette lettre avant de se rétracter. Le 22 avril 2018, le journal du dimanche signale un nouveau rebondissement dans l'affaire. L'expert Christine Navarro, qui emploie, il est vrai, le conditionnel, désigne Monique Villemain comme l'auteur probable de 3 lettres anonymes envoyées dans les années 80. Elle lui impute notamment une longue lettre de 6 pages envoyée au juge Lambert le 6 août 1985 et postée depuis la commune de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Son auteur, qui dit s'appeler Corinne, se présente comme une amie de Muriel Boll, mais n'a jamais pu être identifiée. Dans une orthographe approximative, l'intéressé accuse Muriel de s'être bien trouvée dans la voiture de Bernard Laroche avec Sébastien, le fils de ce dernier, et Grégory le jour de la disparition de celui-ci. Corinne déclare ne plus pouvoir garder le silence et tente d'orienter vers Bernard Laroche les recherches du juge qui avait inculpé Christine Villemain un mois auparavant. La doyenne de la famille Villemain décède le 19 avril 2020 dans un EHPAD de Baccarat en Meurthe-et-Moselle lors de la pandémie de Covid-19. Sa mort pouvant, selon l'un des avocats de Jacqueline et Marcel Jacob, être un verrou qui saute et qui libère la parole de plusieurs membres de la famille. Il déclare « Est-ce qu'Albert sait certaines choses et aurait été empêché par Monique de dire ce qu'il sait ? C'est une supposition, une hypothèse, et est-ce que le décès va changer quelque chose ? Je n'en sais strictement rien. » Le 16 juin 2017, le grand-oncle et la grande-tante paternelle de Grégory, Marcel Jacob et Jacqueline Jacob, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort et placés en détention provisoire. Dans la conférence de presse qu'il donne à ce sujet, le procureur général explique qu'il y avait un couple de corbeaux et que, d'après les expertises d'écriture, certaines des lettres anonymes auraient été rédigées par Jacqueline Jacob. Le terme « le chef » figurant dans la lettre de revendication aurait quant à lui été employé en 1982 par Marcel Jacob, ancien délégué du personnel et syndicaliste CGT de la filière Walter à Amondzé, lors d'une altercation avec Jean-Marie Villemain, au cours de laquelle il aurait apostrophé son neveu en ces termes « Je ne serre pas la main à un chef ». Gary Lagardette, avocat de Jacqueline Jacob, dit que sa cliente est fatiguée et usée par 48 heures de garde à vue et de pression et invoque le droit fondamental de se taire, protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, droit qui doit être strictement appliqué pour éviter tout dérapage. Stéphane Durana, l'avocat de Marcel Jacob, déclare « On ne sait pas comment est mort Grégory et on met en examen. Il est criminel de jeter en pâture le nom d'un couple lorsque l'on n'a aucun élément matériel, rien. En 20 ans d'exercice professionnel, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense qu'il y a un piège et qu'ils vont nous sortir de nouveaux éléments lundi. Je ne comprends pas. » L'avocat se propose de demander rapidement la nullité de la mise en examen de son client, lequel, de son côté, se serait contenté d'affirmer qu'il ne se rappelait de rien. Selon les informations recueillies par le Figaro, les gendarmes s'intéressent à l'intimité du couple Marcel et Jacqueline Jacob, car ils se sont quelque temps séparés. Mais l'épouse, femme énergique, autoritaire et volontaire en dépit des apparences, est revenue vivre auprès de son mari, confiant à des témoins « Je n'ai pas le choix, il me tient ». De son côté, Valérie, leur fille unique, rapporte que son père espionnait avec des jumelles la maison située en contrebas d'Albert et Monique Villemain.
Elle dresse par ailleurs un portrait sulfureux de ses parents, notamment de sa mère, dominante, dont elle a longtemps ignoré l'état civil d'enfant adopté, et informe les enquêteurs que le jour de la mort de Grégory, son père lui a téléphoné à plusieurs reprises pour avoir des nouvelles de l'affaire. Jacqueline et Marcel Jacob sont remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet général qui avait requis leur maintien en détention. Le 1er octobre 2017, le journal du dimanche publie les résultats d'une nouvelle expertise en écriture qui désigne de nouveau Jacqueline Jacob. Les deux courriers de mars et d'avril 1983 présentant de nombreuses similitudes et surtout aucune différence significative dans leurs caractéristiques graphiques avec celle de la main de Jacqueline Jacob. Le 27 octobre, la Chambre de l'instruction de Dijon refuse d'assouplir le strict contrôle judiciaire de Marcel et Jacqueline Jacob, mis en examen en juin pour l'enlèvement et la séquestration suivie de la mort de leur petit-neveu Grégory en 1984. Brièvement écroués en juin, ils avaient été remis en liberté avec l'obligation de résider séparément et loin de leur domicile vosgien. Le mois suivant, le 17 novembre, devant la juge d'instruction, Jacqueline Jacob, toujours mise en examen, défend un alibi inattaquable selon ses avocats. Le 20 décembre 2017, Marcel Jacob est autorisé à rentrer chez lui un mois après son épouse Jacqueline. En même temps que cette nouvelle hypothèse inédite pour tenter de confondre le ou les corbeaux de la Vologne, une nouvelle piste est relancée sur Muriel Boll par un faux aveu signé en son nom. Fin mai 2017, la responsable du catéchisme remarque un mot étrange sur le registre situé à l'entrée de l'église de l'Épange, dont le texte n'est constitué que d'une phrase « C'est bien Bernard L. qui a tué Grégory, j'étais avec lui » et qui est signé « Muriel Boll, 13 mai 2008 ». Alors que le cahier n'est en place dans l'église que depuis quelques mois, l'inscription de la page précédente étant bien datée de 2016. Un expert en analyse génétique, saisi par la présidente de la Chambre de l'instruction de Dijon, retrouve l'empreinte génétique de Muriel Boll parmi les 6 ADN découverts près de la reliure du registre, avant que ce résultat ne soit infirmé mi-juin grâce au nouveau prélèvement de la belle-sœur de Bernard Laroche. Se fondant sur les déclarations prises au sérieux d'un cousin germain de Muriel Boll le 17 juin 2017 devant les gendarmes, puis le 27 juin face à la présidente de la Chambre de l'instruction de Dijon, Claire Barbier, qui parle d'une réunion de la famille improvisée durant laquelle Muriel Boll, alors âgée de 15 ans, aurait été violentée, insultée et menacée par sa sœur Marie-Ange, son père Lucien et sa mère Janine. Cette version est démentie par la suite par la famille de Muriel Boll. Celle-ci est interpellée à son domicile le 28 juin 2017 et placée en garde à vue pour complicité d'assassinat et non-dénonciation de crime sur le reliquat de sa précédente garde à vue des 2 et 3 novembre 1984, soit 25 heures maximum. Le lendemain, elle est mise en examen par la présidente de la Chambre d'instruction de Dijon pour enlèvement de mineurs de 15 ans suivis de mort et incarcérés à titre conservatoire. Le rapport de gendarmerie indique que les éléments du dossier viennent renforcer l'hypothèse selon laquelle Muriel savait à l'avance que Bernard Laroche viendrait la récupérer à la sortie du collège le jour du crime. Elle minimise sa participation, pourtant elle a vraisemblablement eu connaissance, même de façon partielle, des intentions de son beau-frère. Elle a donc potentiellement participé à la préparation du crime, voire rédigé la lettre de revendication du 17 octobre qui, selon le dernier expert saisi, Madame Navarro, ne serait ni de la main de Jacqueline Jacob, ni de celle de Bernard Laroche, sans qu'on puisse connaître ses motivations personnelles dans son éventuelle participation. Maintenue en détention et à l'isolement pour sa propre protection, Muriel Boll commence le 6 juillet une grève de la faim pour faire valoir son innocence, protester contre son placement en détention et surtout réclamer une confrontation avec son cousin accusateur.
Elle cesse sa grève de la faim le 10 juillet. Claire Barbier organise le 28 juillet une confrontation entre Muriel et ce cousin Patrick F, qui assure qu'elle a été violemment molestée par sa famille la veille de sa rétractation du 6 novembre 1984. De son côté, Muriel conteste cette version. Marie-Thérèse Lamballet, l'une des sœurs de Muriel, expliquera par la suite ne pas comprendre ce témoignage tardif, alors qu'il n'était pas là ce jour-là. Elle explique que les seuls cris que les voisins ont pu entendre, ce sont les journalistes qui avaient envahi la cour de chez mes parents car ils ont pris des cailloux sur leur tronche, alors que Muriel était chez elle. La confrontation laisse planer un doute sur la véracité des déclarations du cousin qui évoque la présence sur les lieux de Paul Prompt, alors que ce dernier indique, dans le livre qu'il a publié sur l'affaire, être arrivé à Épinal le 8 novembre et que sa veuve assure que son époux ne se trouvait pas dans les Vosges le 5 novembre 1984, ce que confirme le permis de communiquer daté du 6 novembre 1984 de son confrère Gérard Welzer. Il y a une autre incohérence majeure dans son témoignage lorsqu'il affirme qu'une équipe de télévision était présente lors de, je le cite, la rouste, et a interviewé Muriel Boll après qu'elle a été malmenée par sa famille. Or, aucune interview de Muriel Boll n'a été diffusée le 5 ni le 6 novembre. Après avoir dessiné un plan convenable de la maison, malgré quelques inexactitudes, le cousin admet devant la juge ne plus se souvenir du jour, le 5 ou le 6 novembre 84, mais persiste et lui dit « Pensez-vous que je serais assez fou pour inventer une telle connerie si je n'étais pas certain qu'il était là, cet homme ? Il a empêché un lynchage. » Tout en admettant des erreurs dans ses propos du fait de l'arrestation médiatisée de Jacqueline et Marcel Jacob, il se défend de vouloir faire le buzz et d'être un mythomane. Le 10 juillet, Marie-Ange Laroche adresse une lettre au président de la République Emmanuel Macron pour dénoncer, selon elle, les dérives de l'enquête. Le 4 août, Muriel Boll est remise en liberté sous contrôle judiciaire. Dans un entretien téléphonique entre Jacqueline Golbin-Telbuy, l'infirmière qui faisait les injections d'insuline à Janine Boll, la mère de Muriel, et Jean-Marie Villemain, entretien que ce dernier a eu soin d'enregistrer, l'infirmière, décédée depuis, révélait les confidences que Muriel lui avait faites sur la tombe de sa mère. Elle était bien avec Bernard Laroche le jour de la mort de Grégory, mais s'était rétractée parce qu'elle avait reçu des roustes. Dans son livre, paru en 2018, Gérard Welzer, l'avocat des Laroche, signale que si l'instruction du juge rapporte bien 4 auditions de l'infirmière, aucun procès-verbal n'évoque la scène du cimetière. L'intéressé déclarait d'ailleurs que Muriel était si fragile qu'on pouvait lui faire dire n'importe quoi et évoque une conversation lors de l'enterrement de Laroche où l'adolescente aurait simplement répondu « Je n'ai rien fait, je n'ai rien vu ». Le 1er décembre 2017, les avocats de Muriel Boll déposent une requête visant à faire annuler sa mise en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort, assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité touchant aux conditions de sa garde à vue en 1984. La demande de nullité vise notamment l'absence d'indices graves et concordants qui font qu'à leur avis, il n'y avait pas lieu de la mettre en examen le 29 juin. Le 11 juillet 2017, Jean-Michel Lambert est retrouvé mort à son domicile avec un sac plastique sur la tête noué à l'aide d'une cravate. L'hypothèse d'un suicide est accréditée par la publication, une semaine plus tard, d'une lettre de 3 pages adressée par l'ancien magistrat à un journaliste de l'Est républicain et dans laquelle il évoque les derniers développements de l'affaire du petit Grégory, n'hésitant pas à écrire « Ce énième rebondissement est infâme. Il repose sur une construction intellectuelle fondée en partie sur un logiciel. La machine à broyer s'est mise en marche pour détruire ou abîmer la vie de plusieurs innocents, pour répondre au désir de revanche de quelques esprits blessés dans leur orgueil ou dans l'honneur de leur corps. Certains de mes confrères ont emboîté le pas avec une mauvaise foi abominable. »
Car dès novembre 84, j'ai pu démontrer que si Muriel Boll n'était pas dans le quart de ramassage scolaire, ce n'était pas le mardi 16 octobre, mais le mardi 23 octobre, semaine où elle est rentrée chez elle à cause de la grippe. Les preuves sont au dossier, registre du collège et surtout témoignage du chauffeur de car, M. Galmiche, que j'ai piégé après la remise d'un certificat médical, je crois par la mère de Muriel Boll, et les auditions d'autres collégiennes qui avaient parfois des repères précis, mais qui se sont pourtant trompés d'une semaine. Déclarant ne plus avoir la force de se battre, il proclame une nouvelle et dernière fois ses certitudes quant à l'innocence de Bernard Laroche et laisse entendre qu'à ses yeux, la coupable demeure Christine Villemain. Le hasard fait qu'il se donne la mort le jour même où BFM TV divulgue quelques passages le concernant des carnets intimes du juge Maurice Simon, lequel écrivait à son sujet sans grande indulgence. On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes, les dissimulations de preuves ou le désordre intellectuel et peut-être simplement matériel du juge Lambert. Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur, celle qui peut conduire un innocent ou une innocente à la plus épouvantable condamnation. L'erreur judiciaire, cela existe, je le sais maintenant. Une décision de la Cour d'appel de Dijon souligne, elle, des irrégularités graves de la part du juge Simon, qui a artificiellement réintégré dans le dossier des pièces annulées précédemment. Le 5 décembre 2017, France Inter révèle le contenu d'une lettre anonyme reçue le 11 août 2017 par le procureur général de la Cour d'appel de Dijon, Jean-Jacques Bosque, et faisant référence à des éléments précis de l'enquête, comme le rôle joué par un journaliste après les déclarations de Muriel Boll en 1984. Menacé de mort par ce nouveau corbeau, le magistrat verse le courrier au dossier. On apprend aussi que plusieurs autres passages lui ont été adressés depuis la réouverture de l'enquête en juin 2017, mais qu'il s'agit là de la première lettre de menace. La juge Claire Barbier fait appel à la société suisse Orf Analytics pour déterminer l'identité du ou des corbeaux par l'analyse par stylométrie, une technique pour le moins exclusive qui permettrait d'attribuer un texte à un auteur à partir de son étude linguistique. Dans un premier temps, les experts feront des rapprochements entre les 4 lettres anonymes des 5 mars, 27 avril, 17 mai 83 et 16 octobre 84 pour éclaircir si les dites lettres ont été rédigées par des personnes différentes afin d'écarter ou confirmer certains soupçons. Puis, la stylométrie devra également analyser les principaux appels anonymes reçus afin de déterminer s'ils ont été passés par plusieurs personnes et s'ils peuvent être mis en corrélation avec les lettres. Le 20 janvier 2018, le Parisien révèle sur son site internet qu'après les 2 époux Jacob, Muriel Boll va à son tour demander auprès de la Cour d'appel de Dijon à rentrer à son domicile dans les Vosges, dont elle est tenue éloignée depuis sa mise en examen. Ses avocats présentent la demande de levée du contrôle judiciaire le 22 janvier et informent que la réponse de la Cour d'appel interviendra le surlendemain après avoir été examinée par la Chambre d'instruction de Dijon. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour la 5e et dernière partie de l'affaire du petit Grégory.